En réalité, il y a eu une première réunion des partis politiques. Il y a eu une sorte de mal-donne parce que quand j'ai demandé de convoquer la réunion, mon cabinet a fait juste un communiqué, comme votre ministre a l'habitude de le faire, parce que là vous travaillez avec lui tous les jours. Et je leur ai dit que ce n'est pas comme ça, quand je me suis rendu compte. Les chefs de parti, il est vrai au Mali, on a galvaudé un peu la politique, mais en réalité, ce sont ceux qui ont appelé à diriger ce pays. Parmi toutes les associations qu'on réunit, les présidents des assemblées, les premiers ministres ont vocation à sortir du nombre de partis politiques. Et donc il faut que dès le départ, la considération qui leur est due, à chaque fois qu'on a l'occasion, il faut les souligner en rouge. On a beau mettre toutes les forces politiques, les forces vivent ensemble, le cas des partis politiques doit être spécifique. Donc j'ai demandé à mon cabinet qu'il faut qu'il fasse une invitation que moi-même je vais signer. Il ne s'agit pas de dire que la primature a invité, mais c'est le Premier ministre qui invite pour parler avec ses homologues. Comme les partis sont nombreux, parce qu'il paraît qu'il y a plus de 100 partis qui ont été créés depuis sous la transition, on a divisé en deux groupes. Il y a un groupe que je reçois aujourd'hui, l'autre groupe c'est le lundi prochain. La dernière fois, je crois qu'il y a une sorte de mal-donne parce que certains ont pensé que c'était pour aller chercher des appuis auprès des partis parce que le Premier ministre serait en difficulté. En fait, ce n'était pas ça. L'objectif de cette rencontre, c'est de vous permettre, en tant que futur dirigeant, de savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement pendant ces 2 années. Beaucoup de non-dits ont existé. Beaucoup de jeux ont existé. Vous n'appréhendez pas beaucoup d'éléments. Vous agissez en tant que chef de parti avec les informations que vous avez. Et la haute direction du pays avait des informations qu'il avait, qui n'avaient pas vocation à être rendues publiques. Certains partis politiques aussi, ou dirigeants, disons, étaient au courant de ce qui se tramait. Peut-être même que leur base n'est pas au courant. Vous vous rappelez un moment, il y avait des termes qui se disaient en France, qui se disaient par des ministres européens, des premiers ministres clivants. C'est un partisan de la dictature, il est contre la démocratie. Les mêmes termes étaient répétés à Bamako par des dirigeants politiques, souvent dans des journaux. Vous savez, quand j'étais malade, il y a une infirmière, quand j'ai commencé à recouvrir mes esprits un jour, qui s'intéresse un peu à la politique, il dit, vraiment, monsieur le Premier ministre, il paraît que vous êtes trop clivant, vous divisez les Maliens, il faut tout faire pour les rassembler. Je lui ai dit, mais clivant en quoi? Il me dit, mais il y en a des gens qui veulent qu'on fasse des élections tout de suite. En Gabin, il paraît que toi, tu ne veux pas de ça. Je lui ai expliqué. Je lui ai dit, madame, supposons que vous avez votre mari qui va au front, qu'on sorte de l'argent du budget d'État pour lui acheter des armes. L'argent est sorti. Il y a un individu qui a pris l'argent, il l'a mis en poche. Et lui, on l'a envoyé au front. Il meurt parce qu'il ne peut pas se battre. Moi, je suis au courant. Est-ce que vous pensez que c'est lui qui a fait ça? Je peux m'entendre avec lui. On ne peut pas avoir le même objectif. Je dis non. J'ai dit toute cette affaire de clivant là, c'est venu de ça. Il y a des gens avec lesquels on n'a pas le même objectif. Nous sommes tous des Maliens. Un bébé d'Aquelin fait. Mais en tout cas, d'Aquelin fait.
ni ka ko ke so kono ne ma fenke nambe boko ni be ki data de ante do dat mute boda ki lan fede. Donc elle me dit qu'elle a compris. Ça c'est un exemple. En fait, l'objectif de cette rencontre, c'est vous informer de ce qui s'est passé réellement pendant les 2 ans. Le 2 juin 2021, le président de la transition m'a appelé, je suis monté à Koulouba, la nuit, vers 20h. Il m'a dit qu'il doit recevoir les chefs rebelles. Ils ont demandé une audience. Ils étaient nombreux, donc il a demandé aux principaux de monter le voir. Al-Gabas Aguintala, Bilal Aga Chérif, je crois leur chef d'état-major des armées, Al-Najim. Donc les principaux décideurs. Ils sont montés dans son bureau. Ils m'ont trouvé là-bas. Je ne sais pas les sentiments qu'ils ont eus. Ça, c'est autre chose. Le président leur a dit ceci. Il leur a dit d'ici quelques jours, c'est celui-là qui va être nommé Premier ministre. Ce que je souhaite, c'est qu'il soit désormais votre interlocuteur. Moi, j'ai écouté, j'ai ajouté juste un mot. J'ai dit, Président, je vous remercie de nous avoir mis en contact avec les frères. Ce que moi je souhaite, c'est que tout ce sur quoi on va s'entendre, il faut que ce soit accepté par les Maliens. Il ne faut pas que nous du Nord, on donne l'impression que nous sommes des citoyens particuliers, que nous allons décider des choses qui vont s'imposer aux autres Maliens. J'ai quitté. Le lendemain, je les ai appelés. Nous avons fait une rencontre chez moi. Ils sont venus cette fois-ci avec leurs ministres qui sont dans le gouvernement. Le ministre de la Sécurité alimentaire, le ministre de la Jeunesse, le ministre du Commerce, ils sont venus avec eux. On a eu la même discussion. Je leur ai dit que vous savez, le Mali a une chance. Vous, vous êtes du Nord. Moi, je suis du Nord. Tous les problèmes qu'on peut décrire sur le Nord, je les ai vécus, vous les avez vécus. Iyad était à l'école à la même période que moi. On a tous abandonné l'école à la même période. C'était les années de grande sécheresse. En ce moment, l'armée faisait de véritables opérations militaires. Il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de bateau. C'était comme c'était des opérations de guerre. Tous les jours, c'était des sacs de mille qui étaient déversés sur la route du Gao, sur l'aéroport du Gao. Souvent des milles rouges d'air. Souvent les animaux mouraient à perte de vue. On venait juste enlever le cœur et le foie. Bon, les gens mouraient de faim. On a émigré. Moi, j'ai quitté chez moi. Il est vrai qu'il y avait de l'injustice, parce que je ne supporte pas l'injustice. Il y a un juge qui a fait un jugement unique que je ne pouvais pas supporter. Et mon oncle m'a dit, en 1971, il me dit, tu sais, il y a trop d'administrateurs injustes qu'on nous envoie au Nord. Va faire tes études. Quand tu seras grand, tu vas reprendre cette affaire-là. 1971, je me rappelle bien, autour d'une natte de prière. L'année d'après, j'ai abandonné l'école. J'ai marché à pied jusqu'au Niger, je faisais le garibou. Je dors là, la nuit me trouve, et je suis arrivé dans la ville de Aïrou, c'est la première grande ville. Je suis rentré dans cette ville, j'ai vu le courant, on a vu le marché. Moi qui suis parti à l'aventure pour devenir un grand quelqu'un, comme on dit, parce que chez nous, quand tu vas à l'aventure, vous partez au Ghana, au Nigeria, et dans 10-20 ans, vous devenez riche, vous revenez. Dès que je suis rentré dans le marché de Aïrou, là, Matayoro Chitouni,
Donc je suis resté dans le marché, à me baragner là, jusqu'à ce que déjà des morts m'ont pris. Je faisais leurs petits travaux domestiques, je faisais et les gens, moi je me demande comment ils me donnaient qu'à manger seulement, ils ne payaient rien du tout. J'ai fait 8 mois dans ça. Est-ce que vous imaginez que quand on va au marché, quand les gens achètent les dibisogo là, quand ils finissent, ils jettent les os là, nous on se bagarre sur les os, on va les laver pour les sucer, pour avoir le goût de la viande. On a vécu tout ça. Pendant cette même période, les Yad, les Tamashek, nos frères, ils ont émigré en Algérie et en Libye. Je leur ai dit que ceux qui sont allés en Libye, Kadhafi les a enrôlés dans la Légion étrangère. Ils ont fait la guerre de Palestine, ils ont fait la guerre de Bandaouzou, ainsi de suite. Moi, après 1 an, j'ai compris que la situation est sans issue. Je me suis décidé moi-même. Je me suis dit, cette situation n'a pas d'avenir. J'ai repris le chemin pour marcher à pied. Je n'avais rien. Je suis allé à payer 3 mètres de percale, c'est tout ce que j'avais pour ma grand-mère que j'ai laissée au village. J'ai mis dans un sachet et puis j'ai marché à pied pour venir. Parce qu'on faisait les dalagaribou là, nous on était fort dada. Le jour, on marchait, le soir on fait les dalagaribou, on mange et puis on dort là où la nuit tombe. Jusqu'au jour où je suis venu rentrer chez moi. Et quand ma mère m'a vu, elle s'est mise à crier parce que pour eux j'étais mort. Mais eux ils ont été, on les a appris à faire les armes. Moi je suis venu reprendre l'école. J'ai passé au DEF, je suis venu, la suite vous la connaissez. Mais eux ils ont été à Libye. On leur a appris à faire la guerre. En 1980, parce que j'ai fait beaucoup d'études sur l'histoire, il y a une ville de Libye qu'on appelle Hods. C'est dans cette ville qu'il y a eu le premier congrès qui a décidé de diviser le Mali. 1980. Et quand les conclusions étaient finies, ils les ont amenés les présenter au ministère des Affaires étrangères du pays que vous savez, pour les valider. Donc quand les gens viennent raconter des histoires, il n'y a pas de pont, le nom ne se développe pas. Ça, c'est de la poudre aux yeux des Maliens. Je leur dis donc, moi, je ne suis pas le premier ministre qu'on est allé ramasser dans la rue. Vous avez vos armes. Je suis le premier ministre que les Maliens ont proposé au président, qui lui a porté sa confiance. Et vous avez entendu hier, il vous a dit que j'ai sa confiance. Maintenant, entre nous du Nord, mettons sur la table quels sont nos problèmes. On va les recenser et je vais les présenter au président. Ma seule condition, c'est que tout ce qu'on va demander, il faut que tous les Maliens l'acceptent. Il faut que les Maliens de Sikasso, de Ségou, quand on lui présente, ils disent aussi que c'est bien. Ou il laisse au nom de la paix, ou c'est juste, en tout cas qu'il accepte. Mais il ne faut plus jamais qu'on donne l'impression que nous sommes des citoyens de seconde, de première zone, première qualité, qu'on est supérieur aux autres Maliens. J'ai dit c'est ma seule condition. On a bien parlé. Je crois qu'il y avait trop de préjugés sur ma personne depuis que j'ai écrit le livre là. En tout cas, c'était détendu, on s'est bien salué, on a fait des photos, ils sont partis. Le 4 juin 2021, le M5 a célébré son premier anniversaire. Je suis allé, ce jour on m'a donné la parole. Je n'étais pas encore nommé Premier ministre. J'ai dit clairement ce jour-là que le peuple malien a besoin de regarder vers d'autres horizons pour sa sécurité. Deuxièmement, si on décide de regarder vers d'autres horizons, les Maliens doivent s'apprêter à rencontrer des puissants vents contraires. Cette vidéo existe.
et des cercles de feu. Mais il faut qu'on se tienne la main et qu'on y rentre dedans. Ceux qui vont tomber là, il faut les tenir par la main. Jusqu'à ce qu'on en sorte et arrive vers de meilleurs rivages. Ce discours-là, peut-être beaucoup ne savaient pas pourquoi je l'ai tenu ce jour-là. Le 4 juin 2021. Donc, le 7 juin, le président m'a dit, dès que son investiture finit, de le suivre à Kourouba. Mais avant, je suis allé voir tous les chefs religieux, en personne, pour leur remettre leurs invitations. J'ai pris un avion, j'ai été à Nioro. Le shérif m'a dit qu'il est malade, mais il fera l'effort de venir. Tous les chefs religieux, je les ai vus. J'ai été chez Mahmoud Diko. Il a pris l'invitation, il a déposé à côté. Il m'a dit qu'il ne viendra pas aux assises. Il ne viendra pas parce qu'il ne sait pas où va la transition. Et que d'ailleurs, ce pouvoir-là ne dépassera pas 3 mois. Je lui ai dit qu'en réalité, j'ai tenu à venir lui remettre l'invitation pour que demain, on ne dise pas que c'est par manque d'égard que j'ai envoyé, je ne sais pas lui remettre mes âmes. Maintenant, pour ce qui est des jugements, chacun est libre. Les assises se sont tenues. Effectivement, quand Assimi Goïta a été à Accra à rencontrer la CEDEAO, ils ont fait énormément de pression sur lui, de leur chercher un autre Premier ministre. Ils ne veulent pas de celui-là. Il est clivant, il est corrompu, il est arrogant, la guerre va reprendre. Assimi a fini par leur dire que c'est une proposition du peuple. Quand il est rentré, tout le monde se rappelle de cette grande assemblée à la pyramide du souvenir. Tous les partis de l'ancien régime se sont retrouvés pour dire qu'ils ne veulent pas de ce Premier ministre. Ils veulent d'un Premier ministre neutre. Les diplomates ont été voir le président aussi. En un mot, le 7 juin, le shérif a pris un avion pour venir. Il nous a rencontrés au palais. Il nous a dit que la seule chose qu'il nous demande, c'est d'être unis. Si on reste unis, le Mali sera bien, au point que d'autres vont demander des visas pour venir. J'ai oublié un détail. Quand je suis sorti du bureau du président, quand ton investiture est finie, je l'ai accompagné à Kourouba. Il a signé le décret, il me l'a donné. Lorsque je suis sorti de son bureau, j'ai appelé la femme de Soumaïla Cissé. Elle m'a dit qu'elle n'est pas là. Je lui ai dit que je suis Premier ministre aujourd'hui parce que j'étais son adjoint au FSD. Parce que quand on l'a enlevé, j'ai été représenté le FSD. Et de là-bas, de fil à aiguille, je suis devenu président du comité stratégique. Donc on peut dire que si je suis Premier ministre aujourd'hui, il a une part de responsabilité là-dedans. Donc s'il vivait, je devais aller lui présenter ce document. Il ne vit pas, il est sa femme. Je l'informe, elle me dit qu'elle est à Dakar, je lui ai envoyé la copie. La deuxième copie, j'ai appelé un responsable du M5, c'est Oumarou Diarra, l'imam Oumarou Diarra. Il a donné les moyens d'aller à Nioro et remettre au shérif et lui dire de nous faire des bénédictions. Parce que le shérif, je le connais depuis 1993. Je ne l'ai jamais rien demandé. À toutes les élections, les autres candidats vont demander, moi je les laisse choisir. Le shérif lui a dit de nous dire qu'il nous fait des bénédictions. La seule chose qu'il nous demande, c'est de ne pas nous trahir, de rester ensemble. Si on reste ensemble, rien ne va nous arriver. C'est comme ça que la transition a démarré. Quand j'ai commencé, nommé le gouvernement le 11 juin 2021, mais avant, les militaires ont demandé à nous rencontrer le M5. C'est l'imam Diarra qui a porté la nouvelle. Nous sommes allés les rencontrer. Ce jour-là,
on a signé un pacte d'honneur. On n'a pas écrit, mais c'était très clair. Le président doit être un militaire. La défense est militaire. La sécurité est militaire. Le M5 à la primature. Je me rappelle bien ce jour-là, je leur avais dit qu'on ne s'est pas entendu la première fois parce qu'on voulait construire une maison. Et eux, ils voulaient commencer par le premier étage. Nous avons dit qu'il faut commencer par le soubassement. Aujourd'hui, ils disent qu'ils sont d'accord. Le soubassement, c'est quoi? Pourquoi Ibeka est parti? Est-ce qu'on a la même compréhension des raisons du départ de Ibeka? Une fois qu'on s'entend sur ça, le reste du bâtiment, ça c'est les institutions. C'est le CNT, le gouvernement et autres. On s'est entendu. Le soubassement, on s'est entendu là-dessus. On s'est entendu sur la répartition des rôles. On s'est entendu ce jour-là que cette question du CNT, il faut la conjuguer au passé. Toutes les récriminations qu'on avait contre le CNT rentrent dans le cadre de ce compromis dynamique, politique et historique. Et donc, pour nous, à partir de ce moment, tout débat sur la légalité, la non-légalité du CNT, on l'arrange. Et donc, nous avons des institutions, président du CNTSP, premier ministre du M5, président du CNT, ministre de la Défense du CNSP, et on continue. On s'est quitté sur ça. Et ils nous ont dit de leur proposer un premier ministre. Je me rappelle celui qui nous a proposé, il dit, proposez-nous un premier ministre, même si c'est votre président du conseil stratégique. On s'est retrouvés. On a fait 3 heures de débat. Il y avait 6 candidats. Madame Sikadjotousso, Cheikh Mar Sissoko, Muntaga Tall, Choguel Maïga, Jamil Bitar, Suleiman Kone. Ce jour-là, déjà on dit que Madame Sikadjotousso ne doit pas être concernée parce qu'elle a fait une déclaration la veille pour condamner le changement. Muntaga Tall a donné les raisons pour lesquelles il veut qu'on retire sa candidature. Parce que les rapports entre la CEDEAO et les militaires n'étaient pas encore clairs. Sur toutes les entités, 11 entités, 10, on dit que c'est pour Choguel Maïga. Une entité, c'est Cheikh Mar Sissoko. J'ai demandé expressément aux représentants des MK, est-ce que vous constatez, vous prenez acte du fait que votre candidat a perdu? Il dit non. Il constate seulement que la majorité veut de Choguel Maïga et que leur candidat, il n'y a que eux qui le soutiennent. Bon, ça c'est le discours politique. J'ai dit on a compris. Donc le nom a été donné à l'imam Oumarou Diarra. Il a été le communiqué militaire. Tout est parti de là. La CEDEAO était même venue. Ils voulaient aller à Kati. Je crois que les militaires les ont fait attendre à l'hôtel en attendant d'avoir les résultats des discussions du M5. Tout est parti de là. Quand j'ai été nommé ministre du M5, la première personne que j'ai appelée chez moi pour être ministre, c'est Konimba Sidibé. Parce qu'il parlait beaucoup de la lutte contre la corruption. Il a décliné. J'ai remis 3 à 4 ministères ensemble. Ministère des domaines, de la population. C'est très long. C'était pour Muntaga Tall. Muntaga me dit qu'il ne souhaite pas être dans le gouvernement, mais il va désigner quelqu'un. Brahima Kamina a été désigné. Madame Dedéou, c'est la syndicaliste qui était la présidente de la commission sociale du M5, celle qui suivait tous les malades. Et puis elle dirige un syndicat. Ministre de l'Éducation. L'URD était avec nous.
l'URD a désigné Awa Paul Diallo. N'est-ce pas? Ensuite, Ibrahim Ikassa. Tous les textes sur la refondation du Mali, le Mali nouveau, c'est avec lui qu'on les a travaillés. Souvent, je restais avec lui jusqu'à 1h, 2h avec lui et Muntaga. De temps en temps, Suleiman Kone était avec nous. Je lui ai donc dit de venir, on va créer un ministère de la refondation. Il me dit que lui, il ne souhaite pas être dans le gouvernement. Il veut accompagner ceux qui vont être ministres. Je lui ai dit, non, cette histoire de refondation-là, tous les Maliens ne comprennent pas. Il faut que tu viennes pour que tu expliques chaque fois. Parce que moi, je suis premier, je vais coordonner l'action gouvernementale. Je ne peux pas faire tout le temps dans ça. Muntaga aussi n'est pas là. Il est rentré dans le gouvernement. Ensuite, qui d'autre du M5? Il y avait Bakary Kone. Il est des forums de la société civile. Bakary Doumbia, désigné ministre de l'Emploi et de la Fonction publique, et ministre de Formation professionnelle. Donc, tous les ministres du M5 ont été choisis par mes soins. Parce que moi, je me suis dit, dans une affaire comme ça, tout le monde ne sera jamais content. Mais un chef, il faut être juste. Que les gens ne taxent pas d'être injustes. Les ministres de réforme politique et institutionnelle, je ne la connaissais même pas. C'est en 2018 que j'ai regardé à la télé, leur ONG avait dénoncé les fraudes. Et quelques mois après, j'ai appris qu'on l'a catapulté. On l'a enlevé de cette ONG. Donc j'ai dit au président, il y a une dame qui me paraît être véridique. Mais je ne connais pas ses contacts. J'ai appelé Ibrahim Ikassa. J'étais dans la salle du président. Il me dit qu'il connaît ses contacts. Il me les a donnés, je l'ai appelé. Je lui ai dit, envoyez-vous un beau CV. C'est comme ça qu'elle est rentrée dans le gouvernement. D'aucun parti. C'est à cause de ça. Voilà comment le gouvernement a été formé. Le reste, les militaires ont désigné suivant leurs critères. Mais ce que je peux dire, l'architecture du gouvernement, tel que je l'ai présenté au président, il n'a pas changé un iota là-dedans. Il l'a respecté à la lettre. La première des choses, ça m'a montré que c'est un homme de parole. Il y a eu des choses qui n'étaient pas bonnes, mais ça c'est secondaire. On a commencé à travailler. Le Conseil des ministres, le premier conseil de cabinet, je l'ai convoqué le dimanche 13 juin 2021. Ce jour-là, il y a 3 choses que j'ai dites aux gens. J'ai dit d'abord, il faut une transition de rupture. Pas la rupture de la transition, mais une transition de rupture. La deuxième chose, nous devons gouverner par l'exemple. Il faut qu'on donne l'exemple aux Maliens. Pour ce qui concerne l'accord, il y avait des longs débats. On l'applique, on ne l'applique pas. J'ai dit on va faire une application intelligente de l'accord. Intelligence, ça veut dire quoi? Chaque fois qu'on touche un point qui remet en cause les 4 principes, l'unité nationale, l'intégrité, la souveraineté du Mali, la forme laïque républicaine de l'État, on bloque. Pour le reste, on avance. Ça, c'est... Et puis le mot rectification. Ces choses-là sont sorties de ce discours-là. Le mercredi qui suit, le président nous a fait un message où il a recentré les choses sur ce qu'il croit être les priorités. Et je lui ai donné l'engagement qu'on va les respecter. Dès que ça a été fait, 10 jours après, les Français disent qu'ils vont se retirer du Mali au motif que le gouvernement malien a décidé de discuter avec les terroristes. Vous vous rappelez quand ils ont pris Farabougou en otage, il y avait des villages qui faisaient des accords pour se sauver. On a un accord de défense. Ils ne nous ont pas avisés. Ils n'ont rien dit à personne. Et c'est à la même période que vous avez entendu ce que le président a dit récemment.
On lui dit, tel doit être président, tel doit être Premier ministre, tel doit être président de l'Assemblée nationale. Il leur a dit que je ne sais pas les autres, mais président Kony, Rebecca et c'est ça. C'est lui qui l'a dit. Donc tout ça s'est fait dans un intervalle très court. Ils ont décidé de nous abandonner en plein vol. C'est-à-dire qu'on est ensemble, on a un accord de défense. Ils quittent l'accord, ils ne nous avisent même pas. On apprend sur les médias. On a décidé de nous assumer. En cette période-là, vous qui êtes dans cette salle, la main sur le cœur, 90% des Maliens pensaient qu'on ne peut pas se passer de la France. Les militaires, c'est la même chose. Les civils, la même chose. Mais le président, le ministre de la Défense, leurs compagnons d'armes, moi-même, j'étais convaincu qu'aussi longtemps qu'on ne se débarrasse pas de la France, le Mali ne sera jamais le Mali comme il faut. Mais si vous disiez ça aux Maliens en ce moment, ils vont dire ça c'est des rêveurs. Donc on a commencé. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Une grande partie de la vieille classe politique, en tout cas les tenants des partis de fait, ils ont dit qu'il faut des élections tout de suite. Mais en réalité, c'est un pis-aller. On faisait des élections, on aurait un président qui va tomber dans quelques mois. Parce que le vrai problème du Mali, c'est l'insécurité. Et en élisant un président qui n'a pas les moyens, on ne voit pas comment il va juguler l'insécurité. Donc nous avons décidé de mettre le focus sur l'armement du pays pour aller un jour ou l'autre à la confrontation directe avec les adversaires du Mali. Et que celui qui gagne, gagne, celui qui perd, perd. En ce moment, on peut voir de nouveaux horizons. Il y a l'autre partie de la classe politique qui estime que tout ça, c'est ce Premier ministre-là. Il est clivant, il est partisan de la dictature, il est ceci, il est cela. Quand j'ai réuni les partis le 7 juillet 2021, vous vous rappelez très bien, il y a même des chefs de partis qui se sont levés pour dire qu'on doit nous amener au tribunal pénal international. Parce que dans la Constitution, le coup d'État, c'est un crime. Ce jour-là, je l'ai répondu. Je lui ai dit, vous savez, il faut avoir de la mesure dans ce que vous dites. Dans d'autres pays, et même au Mali, après le changement de régime, on devait vous arrêter. Parce que le 10-11 juillet, quand on tuait les gens à Badarabougou, vous avez appelé à organiser un meeting de soutien à l'ancien pouvoir. On devait vous arrêter, on ne l'a pas fait. Parce que notre conviction, c'est que ça ne construit pas le Mali. On l'a déjà fait par 3 fois. Il y a eu 3 coups d'État. Moi, j'ai assisté ici des députés de l'UDPM qu'on a gardés en prison jusqu'au lendemain des élections. On leur a dit d'aller à la maison. Ils n'ont rien fait. Leur seul tort, c'est d'être dans un parti. Le président de l'Assemblée nationale, sous l'UDPM, il marche, il prend les Dourini ici. Il est tombé malade, je l'ai assisté à Kati jusqu'à ce qu'il est mort. Le pouvoir n'a jamais accepté de faire la moindre des choses pour lui. Pourtant, quand je suis devenu Premier ministre, moi, chaque fois qu'on me dit qu'un haut responsable a des problèmes, je m'investis personnellement parce qu'ils étaient au service de la République. Cette histoire de régime politique-là nous a mis ça dans la tête. Je passe. Deuxième fois, on s'est réunis. Les partis tenaient coûte que coûte à faire les élections. La CENI nous a démontré qu'à force de détermination, on peut faire les élections dans les délais. En ce moment, on a créé ce qu'on appelait le triumvirat, les 3 ministres. Ministre d'État chargé de l'administration territoriale, il n'était pas encore ministre d'État, le ministre de la refondation et le ministre délégué chargé des réformes politiques et institutionnelles. Parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que sous les M5, nous avons décidé que les questions du Nord
les questions des réformes vont être directement gérées par le Premier ministre. Donc j'ai désigné le ministre délégué chargé des réformes politiques institutionnelles. Le ministre chargé de l'accord, le président m'a dit qu'il y a beaucoup d'aspects militaires là-dedans. Donc il souhaite que je les laisse gérer. On va travailler ensemble. Il y a beaucoup plus d'aspects militaires dedans que d'aspects civils. J'ai trouvé qu'il a dit juste. Donc on a continué. Maintenant, il y a un autre débat difficile. Cette fois-ci, c'est au niveau du gouvernement même. Est-ce qu'on va faire les assises nationales de la refondation? Dans la société, la majorité n'était pas pour. La majorité des militaires n'étaient pas d'accord. Les civils n'étaient pas d'accord. Le ministre de l'administration a même organisé un séminaire de 30 partis qui ont fait une résolution qui dit qu'on n'a pas besoin des assises. Le président m'a appelé, il m'a demandé, j'ai dit, monsieur le président, si on ne fait pas les assises, la transition n'aura aucun sens. Parce que quand on fera les assises, il y a ce que les militaires pensent, il y a ce que nous pensons. Ça, c'est la compréhension partagée de pourquoi Ibeka est parti. Mais le Mali, ce n'est ni nous, ni les militaires. Le Mali, c'est tous les Maliens. On va les écouter. Et ce qu'on va décider, ce serait pour tout le monde. Ce ne serait pas seulement pour les M5, pas seulement pour les auteurs de coups d'État, mais c'est pour tous les Maliens. La deuxième chose, les Maliens ont trop de choses sur le cœur. Ils vont le dire, on va le mettre là-dedans. Et quand on sortira des assises, la différence avec les autres pouvoirs, c'est que chaque fois qu'on a fait les assises, comme par exemple le DENI avait 4 objectifs: organiser les élections, la sécurité, étendre l'administration dans tout le pays, ainsi de suite. Aucun des objectifs à part l'organisation des élections. Rien n'a été fait. Dès qu'on a fini les discours, on a mis dans les tiroirs. On a dit, les assises, quand on va finir, on va lister les recommandations. Il y a des recommandations qu'on peut faire tout de suite. D'autres vont attendre la fin de la transition, ils vont commencer. D'autres vont commencer après la transition. On va les lister. Et on aura un plan d'action gouvernemental. En ce moment, on ne parlera plus de coup d'État du 18 août. On parlera de la mise en œuvre de la volonté du peuple. Le président a été convaincu. Il m'a dit, ça, si vous croyez, on va vous suivre. Mais faites en sorte que les Maliens n'aient pas l'impression que vous voulez leur imposer quelque chose. Il faut que les Maliens acceptent et adhèrent. Et quand on est allé en conseil des ministres convoqués à cet effet, le président a tranché. Il a dit, nous allons faire les assises. C'est le Premier ministre, vous avez la responsabilité des assises. Il a dit, ça c'est politique, on va les faire. Ce qui m'importe, c'est que l'armée s'occupe de la défense du pays et de la sécurité des institutions. On a commencé. Tous les discours contre les assises de Choguel, il y avait même un terme. Ce n'est plus les assises nationales. Un terme a été élaboré, les assises de Choguel, les assises de ceci, qu'on veut reprendre les résolutions de DENI. Nous, on a continué. C'est le moment où vous me voyez les audiences ici jusqu'à 1h, 2h. Comme on dit, même si les fous demandaient à être reçus par les premiers ministres, moi je les recevais. Toutes les couches sociales qui voulaient entendre les premiers ministres ou donner leur avis, je les ai reçus. Le triumvirat aussi faisait la même chose. Et finalement, on a fixé des dates. Ils vont réunir le 24, le 25 et le 26 septembre l'ensemble des forces vives, partis et sociétés civiles, pour demander leur avis maintenant. À la même période, par un heureux hasard de circonstances, le président m'a appelé un jour. Il me dit, écoute, je suis invité à prendre la parole à la 77e session des Nations Unies. Je veux que tu ailles me représenter.
J'ai dit, président, mais ça c'est une très grande responsabilité. Qu'est-ce que je vais dire là-bas? Il me dit, je vous fais confiance. Et vous savez ce que les Maliens pensent. Il n'a même pas cherché à lire mon discours. Généralement, quand on fait ces choses-là, on montre le discours au président, il censure. Et ce discours-là, j'ai appelé mon conseil diplomatique à domicile. Je lui ai donné les éléments, il a écrit. Quand il a fini, je lui ai dit, ce discours-là, personne ne doit le voir jusqu'à ce que je le prononce. Les abandons en plein vol, là, ça, c'est pas diplomatique, là. Ça, c'est la politique. Il faut écrire. On est allé là-bas. À New York, j'ai appelé le ministre des Affaires étrangères et l'ambassadeur. J'ai dit, regardez-moi ce discours-là, ce qui n'est pas bon là-dedans, à bas fond, que je n'avais pas dit de bêtises demain. Ils ont lu. Diplomatiquement, c'est bien, mais cette histoire d'abandon de plein vol, là, je leur ai dit que ça, c'est politique. Donc, j'ai pris mon discours, j'ai mis dans ma poche. Arrivé là-bas, on prend son discours, on l'amène 10 minutes avant. Moi, j'ai dit que personne n'amène mon discours. Je le garde à main. Quand je suis arrivé au micro, j'ai sorti de ma poche. J'ai lu mon discours. J'ai fini, j'ai dit au ministre, moi, je suis malade parce que j'avais le rhume. C'était le moment du Covid. Je suis allé me coucher. J'ai dit, si ce n'est pas le président, il ne faut plus me réveiller. Donc, le matin, je me suis réveillé. Le ministre qui parle toutes les langues, il me dit, mais... Mali est bien ouliou. Il dit, mais quoi? Il dit, mais cette histoire d'abandon en plein vol là, lui, il a vu les Japonais, les Australiens, les Indiens, les Français, tout le monde. Et la cour était pleine de journalistes. Il a dit, faites rentrer les Français d'abord. On les a passés à la queue le lieu. Le soir, j'ai pris mon avion et je suis parti à Paris. Parce que je devais rencontrer les Maliens de France. Arrivé à Paris, la première des choses, on m'a retiré l'escorte. Vous savez, un premier ministre, quand tu viens, ta voiture est escortée. L'ambassadeur était très gêné. Il me dit, bon, il n'y a pas d'escorte. J'ai dit, tu sais, moi, je suis venu du village où je peux même prendre du volant. Donc, Angasanga Hôtel Ladron. On est arrivé à notre hôtel. Quelque temps après, on me dit que Jean-Yves Le Drian me demande de recevoir son adjoint. Il dit, mais il n'y a pas de problème. Il est venu avec ses conseillers. Kampakabaga. Il me dit, vous savez, vous êtes rentré raconter des histoires à l'ONU, comme vous allez en plein vol. Et puis d'ailleurs, vous comptez sur les Russes. Moi, j'étais chez les Russes au mois d'août. Ce que vous demandez là, ça n'aura pas lieu. Il faut faire attention, plein de choses. Quand il a fini, chez moi, ça n'a pas été long. Je dis d'abord les Russes, vous les avez vus en août. Moi, je viens de voir le Russe en septembre à New York. Il nous a dit que tous les engagements pris seront respectés. Donc, vos informations sont caduques. Hein. Deuxième chose, ce que je vous demande, il faut que vous changiez de logiciel en France. Au Mali, là, vous n'avez plus les mêmes dirigeants qu'avant, qui étaient heureux quand vous les flattez. Assimi Goïta, il quitte Kati et dans son bureau. Moi, je vais dans mon bureau à 5h36. Je n'ai pas besoin d'appréciation de la communauté internationale. J'ai besoin de l'appréciation des Maliens. La deuxième chose, ne vous trompez pas des peuples. Il y a des peuples africains que vous avez colonisés en 6 mois. Chez nous, vous avez mis 38 ans de guerre. Du 22 septembre 1878 à Saboussiri au 16 mai 1920 à Ndrambokan. 38 ans de guerre pour soumettre mon peuple. Et même pendant les 70 ans de colonisation, ils n'ont jamais eu la paix. Quand ce n'est pas les Bobos, c'est les Dogons, c'est les Mianka, c'est les Touaregs, c'est les Sarakolés, les révoltes n'ont jamais cessé. Donc on est un peuple réfractaire à la suggestion. Je dis enfin, vous voyez l'hôtel où je loge. Avant, les gens ne logeaient pas ici. Ils venaient dans des hôtels de 10 000 euros, 6 000 euros. Moi, je viens du village. Je voulais juste dormir. Quand vous venez trouver les Africains dans des hôtels très chers, quand vous quittez, vous vous moquez d'eux.
Parce que vous vivez sur des ressources publiques. Vous n'allez jamais loger dans un hôtel de 6 000, 10 000 euros. Ces hôtels-là, c'est pour les stars de télévision, des journalistes et autres. Donc vous n'avez pas les mêmes dirigeants au Mali. Vraiment, je vous demande de changer de logiciel. Si vous voulez qu'on s'entende. Il a pris ses bagages, il est parti. Moi, je suis venu le lendemain à Bamako. La suite, vous la connaissez. Depuis Washington, on m'a dit, oui, les gens veulent vous accueillir à Hero. Moi, je connais les Maliens. Ibo Kedron, Nafiki Dobeouli. Va dire au président, hey, ce politicien-là, ça lui est monté à la tête. Hein. Depuis qu'il est venu de New York, maintenant, là, il croit qu'il est président. Nakamogo Tarakaso. Moi, j'ai dit aux gens, d'abord, que mon cabinet ne s'implique pas dans cette affaire-là. Ceux qui vont venir vous demander des moyens de mobiliser les gens, la deuxième chose, de l'aéroport, là, je vais à Koulouba. Celui qui m'a commissionné là, c'est à lui que je vais rendre compte. Je ne vais pas aller à la maison de Baradi Nafikouma. Kata Mounoumounou Kafoye, Imaye, c'est des faux types. Maintenant, il a commencé qu'il est populaire. On est à raconter du cahier. Kabonya Sigi Alema. Parce que si jamais il ne m'avait pas donné la confiance d'aller, je n'allais ne compter que mon bonheur là, Kabo Malien là. Ntarafoye. Madame n'est là. Tout le reste que vous voyez là, Bassoro Bala, Premier ministre Magni, président imperturbable, et Premier ministre ATC, Adessera, comment tu as m'en fait? Nous, on continue à travailler seulement. Donc, les assises, le triumvirat là s'est mis à préparer les assises, carburées. J'avais même dit au président qu'on va les tenir en août, mais on n'a pas pu. Et le 25 septembre, au moment où la communauté malienne en majorité décidé ici qu'ils vont tenir les assises, c'est le même jour que j'ai lancé la bombe à fragmentation là-bas, Balabadala, qui nous a laissé en plein vol. Laisser en plein vol, c'est un euphémisme. Quand vous êtes dans un avion, quelqu'un vient ouvrir la fenêtre, il vous jette dehors, il vous a trahi. C'est comme des soldats qui vont au front, un vient par derrière tirer dans le dos de l'autre. Mais il y a vos trahisons, c'est un peu dur. Mais les gens ont compris. Voilà les choses. Pendant ce moment, le président, le ministre de la Défense, les chefs militaires étaient en train de préparer ce que nous avons appelé la grande offensive militaire, qui est déclenchée à la mi-décembre, juste quelques jours avant l'ouverture des assises. Et on a porté l'estocade dans les sanctuaires des terroristes. Partout où ils ont leur base, on est allé là-bas. Parce qu'avant, ils venaient tuer les gens, on est parti brûler les carburants, brûler leurs animaux. Ça, c'est le rôle de l'armée. Les assises finissent le 31. Le même jour, le président nous réunit à Koulouba. Le même jour, il fait une délégation pour aller voir les gens de la CEDEAO. Le peuple demande 5 à 10 ans. Nous, on dit on donne 5 ans à négocier. On va là-bas, ils nous jettent. Vous êtes des enfants. C'est-à-dire, ils font comme si ce n'est pas des États. C'est comme des petits qui sont venus demander leur prix de condiment. Il faut un sommet. Ils nous sanctionnent. Et une partie du M5 qui savait qui pensait qu'on allait chuter fait une longue tribune le vendredi 7 janvier pour dire que rien ne va au M5. Rien ne va au Mali. Rien ne va dans le gouvernement. Ils ne se sont pas battus pour ça. Quand le courrier est venu, j'ai dit au vice-président, il faut le garder. Le dimanche, l'embargo survient. Vous avez écouté notre communiqué et on a décidé de faire la politique en ce moment. On a convoqué un conseil extraordinaire, le président l'a convoqué. Ce conseil a décidé de deux choses.
appelé les Maliens à sortir le 14 janvier, vendredi, et élaborer un plan de riposte pour tenir 1 an et plus. De là-bas, on est descendu au Conseil des ministres. On n'a pas travaillé. On a élaboré le plan là, on l'a remis au président le mercredi. Le président a convoqué un Conseil national de défense avec tous les officiers supérieurs qui ont analysé, examiné. On a adopté la version finale et j'ai retiré toutes les copies et je les ai remis au président, qui était seul détenteur des cartes à sortir au fur et à mesure. Et c'est de là-bas que je suis venu au meeting que vous connaissez. Ce jour-là, en réalité, beaucoup ne croyaient pas. Même dans le M5, le M5 a refusé. Il y a des gens du M5 qui disent que l'état là, qu'aujourd'hui on n'est pas organisé. Donc les gens se sont dispersés. Certains ont été, d'autres n'ont pas été. Mais c'est le peuple malien qui s'est organisé. D'ailleurs, certains des M5, quand ils ont appris que ça marchait, ils ont été faire des selfies là-bas pour que l'histoire retienne que Ouloufana Kumba là. Et c'est le peuple qui a organisé. Ils ont trouvé un coordinateur qui s'appelle Alaï Bokoum, qui était dans un mouvement qui s'appelle MDP, qui ont quitté les M5 eux aussi. Et on a fait 4 millions de Maliens. En réalité, ça c'est de la politique. Parce que c'est ce jour-là que le destin de la transition s'est joué. Si les Maliens avaient refusé de sortir ce jour-là, on allait savoir qu'ils ne veulent pas de cette transition. Mais à partir de là, il y a des pays qui ont écrit discrètement à leur pays, disent ces gens-là, ils ne sont pas impopulaires comme on le pensait. La suite, vous la connaissez. Jusqu'à ce qu'on a tenu. Mais on avait toujours Kidal dans le mire. On est arrivé à la conclusion que l'ensemble des forces internationales que vous voyez, c'est une camisole de force, c'est un sac qu'on a mis sur la tête du Mali. Tout le reste, c'est des variantes. C'était prévu que dans 20-30 ans, le pays se désagrège. Et c'est fini. Parce qu'il y en a qui voulaient refaire les frontières de l'Afrique. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Moi, j'ai un document où en 2000, les Français ont fait une réunion stratégique à Abidjan. Ils ont demandé, est-ce qu'à l'horizon 2015, on ne va pas amener des forces européennes dans le Sahel? Est-ce que vous savez que ce jour-là, c'est un Malien, un responsable malien, le premier qui a pris la parole pour dire aux Européens que c'est nécessaire que l'Union européenne déploie des forces militaires au Sahel à l'horizon 2015. Pour vous dire qu'on avait une élite qui était convaincue que pour réussir, il faut être en accord avec les Européens. Toutes les cartes blanches ont été données. Donc les Européens ont multiplié les missions pour nous embrouiller. Barkhane, disons, MINUSMA, Barkhane, G5 Sahel, Takuba, EITM, ECAP, que sais-je encore. Première chose, EITM et ECAP, là, on leur a dit de prendre leur bagage et quitter chez nous. On a récupéré notre base militaire, notre école de Koulikou. La deuxième chose, on a dit, Takuba, là, qui vous a dit de venir? Il dit que c'est l'ancien président. On a dit, mais lui n'est plus là. Et d'ailleurs, le document que l'ancien président leur a donné, il y a un paragraphe qui dit là-dedans que même quand vous venez, vos opérations militaires doivent être convenues
avec l'armée malienne. Vous êtes venus, vous n'avez convenu avec personne. Donc, Aïbanga Djamanala. Kokulute beau. Là-bas, il y a fait coup d'État. Que le Mali, c'est pour eux. Mais leur parlement là-bas leur a dit, mais les gens vous disent de quitter leur pays, il faut quitter. Ils ont fini par quitter. Takuba Sara, ala Kahinala. Après Takuba, on a dit qu'on va monter d'un cran. Parce que nous avons notre stratégie. Il fallait détricoter cette chemise-là. Méthodiquement, de façon surprise souvent et inattendue. Takuba est parti. G5 Sahel avait son tour chez nous. La réunion approche. On veut faire les invitations. On nous dit non, attendez d'abord. Nous payons 400 millions par an de cotisation. G5 Sahel. Et on se rend compte de quoi? L'argent du G5 Sahel, c'est un pays qui va collecter chez les pays arabes. Quand ils collectent 100 millions, ils mettent 90 millions en poche. Les 10 millions, on peint des vieux équipements chez eux. Et on vient donner aux G5 Sahel. Si tu es un militaire, tu te mets à brancher là. Ils vont voir le président démocratiquement élu. On dit que toi, tu voulais faire un coup d'État. On te prend, on te met au Niouf. Donc, il t'a comment faut tourner. Ou bien on t'invite avec qui vous savez, et vous ne parlez plus. Il y a un chef d'état-major qui m'a dit qu'il y a des équipements venus de G5 Sahel. Ils ont mis leurs militaires là-dedans. Ça s'est sectionné, le militaire a eu les 2 pieds coupés. Parce que c'est un vieux équipement qu'on a repeint en réalité. Donc G5 Sahel, notre président leur a dit, écoutez, si notre date arrive, réunion Maquet, la date est arrivée, un président extra-africain nous dit de ne pas tenir. Or, G5 Sahel, c'est Mauritanie, Burkina, Niger, Tchad et Mali. La date est arrivée, ils n'ont pas donné. Nous avons fait une lettre pour dire qu'on a signé l'acte de décès, en tout cas au Mali. À Sarah. À la Madaïrosma. Il est mort de sa belle mort, on n'en a plus parlé. On ne sait même pas où il est enterré. G5 Sarah, Machitado à Sarah Yoromina, Choutara Yoromina Machitado. Maintenant, il nous restait Barkhane. Ils ont préparé en profondeur faire un affrontement avec nos militaires, profiter pour détruire notre flotte aérienne. Quand nous avons su ça, le ministre de la Refondation et nous-mêmes, et le M5 de Gao, on a préparé une opération stratégique. On a envahi leur base la nuit, ils ont fui. Finalement, c'est à la frontière du Niger qui nous ont dit qu'ils ont quitté. Ils n'ont même pas eu le temps de calibrer leurs armes. Ils ont même oublié certains. C'est comme ça qu'on a chassé Barkhane. Il n'y a pas eu de bagarre avec nos militaires parce qu'il n'y a plus de quoi faire la bagarre. Donc le peuple malien les a chassés proprement. Il restait maintenant la MINUSMA. MINUSMA, les diplomates défilent dans mon bureau. Est-ce que la MINUSMA là, qu'est-ce que vous allez faire? Moi je lui ai dit qu'on ne sait pas, on attend que le ministre des Affaires étrangères nous dise ce qu'il faut faire. Sachant bien que le ministre des Affaires étrangères ne fait que dire ce qui est décidé dans le pays. Mais la décision, ce n'est pas lui, c'est le président. C'est le président, le vrai chef de la diplomatie. Et donc un jour, le président nous réunit tous ses collaborateurs immédiats. Il dit, qu'est-ce qu'on fait? Conclusion, départ immédiat. Le soir, le ministre prend l'avion. Il débarque à New York. La MINUSMA, il vient avec 2 choses. Nous avons les preuves que ce sont eux qui larguent les armes, les nourritures, le carburant aux terroristes pour tuer nos populations. Nous voulons les exposer. Si on les expose là, tout le monde va se révolter contre eux.
Deuxième chose, il faut quitter notre pays sans délai. Il a fait paraou là-bas. Il y a eu des gens qui ont eu des syncopes ici, à Bamako. Parce que personne ne s'attendait à ça. Et certains ont dit, hey, les Maliens, là, vous savez, ils aiment beaucoup faire le fanfaron. Il y a des pays, depuis 2018, ils ont dit aux forces internationales de partir. Les Maliens ne pourront rien faire. Nous, on est rentrés. Et de façon méthodique, nous avons décidé ce qu'il faut faire. Il faut quitter de façon organisée, c'est-à-dire de façon ordonnée, coordonnée et sécurisée par nos forces armées. Personne ne viendra nous dire que maintenant, ils sont allés se concentrer à Ber. Parce que c'est à Ber qu'il y a les checkpoints, il y a tout ce qu'ils font là-bas depuis 10 ans. Ils ont préparé une grande opération militaire. Ils ont infiltré la ville avec des blindés, de tout. Nous aussi, on s'est préparés. On a pris Ber. On leur a cassé les reins. Leur chef d'état-major, il est mort là-bas. Les autres sont fuis en Mauritanie. Allah ka dawo suma. Nena Allah ga ina to nuna ne kon sentala. Behinu la bi atehinu la ne tado. Donc c'est comme ça qu'on a pris Ber. Quand on a pris Ber, ils se sont dit, mais ces Maliens-là, ils font tout ce qu'on n'attend pas. Maintenant, on a mis le cap sur le nord. Qu'est-ce qu'ils ont décidé? Vous savez que dans la population, c'est ça que je veux que vous compreniez. Dans un pays, vous avez 3 groupes de personnes. Vous avez le peuple, c'est entre 80 et 98%. Vous avez ceux qui gouvernent, c'est 1%. Ceux qui s'opposent, c'est 1%. Les deux groupes-là se battent chacun pour avoir l'assentiment des 98% là. Si vous les avez, vous faites votre coup d'État, vous faites vos élections, vous faites votre révolution, en tout cas c'est le peuple. Nous, on s'est dit dès le départ que nous on fait de la politique. Hein. Ceux qui sont venus faire de la politique parce qu'ils n'ont rien à faire, c'est pas la même chose qu'ici. Assimi a fait toute sa vie au nord. Moi, ça me fait 40 ans d'activité politique. Donc, on a dit, les centres de gravité du pouvoir de la transition, c'est les 98% là. Et le président nous le rappelle régulièrement. Faites tout pour avoir les 98% là avec nous. Donc les autres, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Les services secrets de 2 pays étrangers ont décidé de nous couper de 98%. Ils ont mis Tombouctou sous embargo, ils ont attaqué les bateaux Tombouctou, ils ont fait une révolte dans le camp de Gao à la même période. Et il y a des journalistes ici, des hommes politiques. Ah oui, il nous faut la paix. Ces dirigeants-là sont trop belliqueux. Alors que les mêmes savent qu'on a fait tout le temps à chercher la paix. Dieu merci, la population n'a pas cédé. Les gens de Tombouctou sont restés stoïques. Jusqu'à aujourd'hui, ils vivent l'embargo. Les gens de Rarous, Bamba, Gao, ils sont restés stoïques. Dans leur pirogue, ils ont transporté les corps. À Gao, pendant qu'il y avait les explosions dans le camp, l'imam Oumar Al-Mahdi, il haranguait les foules. Il dit que les touristes doivent savoir que 2024 là n'est pas 2013. Ils vont les trouver ici. Les femmes de Gao sont sorties, ils ont attaché leurs pagnes et balayé la ville pour chasser les rebelles. Donc les 98% là, personne ne les a eu, ils sont restés avec nous. Et après, on est monté à Nefis. À Nefis, depuis 2013, on ne les a pas. On les a chassés, il n'y a même pas eu de bataille là-bas. Et maintenant, Kidal. C'est là-bas les nœuds gardiens. Toute la bataille de la transition, c'est pourquoi j'ai fait ce long développement. Ça devait finir par là-bas. Tant qu'on n'aura pas pris Kidal, chasser les narcotrafiquants, tous les discours, on va changer de président, élection démocratique, Karala, avec faux, tout est du faux.
Donc on s'est préparé pour Kidal, et eux aussi se sont préparés. Départ ordonné, coordonné et sécurisé. Donc on se donne rendez-vous un jour à 8 h. On arrive à 8 h, on nous dit qu'ils sont partis depuis 6 h. Donc ce n'est plus ordonné, ce n'est ni ordonné, ni coordonné, ni sécurisé. On se rend compte de quoi? Tous les blindés, les armes lourdes ont été transférés discrètement aux terroristes pour que ça soit l'hécatombe pour l'armée malienne. Tout a été miné pour que les Maliens meurent là-bas comme des mouches. Mais le président de la transition, qui est le chef, sous ses ordres, le ministre de la Défense, avec le calme olympien qu'on lui connaît, les chefs militaires qui sont toujours effacés, mais très efficaces. Nos soldats sur le terrain, moi j'ai visité des éclopés, des gens qui sont blessés à vie. Ils ont fait preuve d'un art militaire que j'ai dit doit être enseigné dans les grandes écoles militaires. Nous avons détruit tous les blindés qu'ils ont laissés avec ces gens. On les a tous détruits, un à un. On a déminé tout Kidal. On est rentré dans Kidal. Le 14 novembre 2024. Et c'est ce jour en réalité que le Mali a recouvré son intégrité territoriale, sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Et ces bandits-là ont fui en ce moment pour aller discuter avec les services secrets français, leur dire qu'ils ne savent pas ce que nous avons. Nous n'avons que Blema Kani, Bima Kani, Ode Bamboro. Là. On a pris Kidal. Ils ont pris certains pour aller faire une rébellion à la frontière, qui est dans les autorités intérimaires. On l'a envoyé au repos éternel là-bas, d'après le ministre de la Défense. Allez, on a reposé ou bien comment? En tout cas, c'est éternel. Donc voici la situation. C'est important que vous le sachiez. Quand on est dans ça, ou celui qui vous dit d'aller aux élections, vous ne parlez pas le même langage. Donc beaucoup de partis ont eu l'impression qu'on les négligeait, qu'on ne leur parlait pas. On ne peut pas venir tout dire. Et d'ailleurs, les gens ne comprenaient pas. Les gens étaient convaincus qu'on ne peut pas aller sans la France. Même les militaires, les civils, on a formaté les cerveaux. Ni francité, entre ces fouilles-là. Imaginez-vous, quand je suis devenu Premier ministre, j'ai fait deux choses importantes. Dès que je suis rentré dans mon bureau, j'ai demandé les ordres de mission. J'ai trouvé les ordres de mission du ministre de la Défense qui était là depuis 3 mois. On l'empêchait d'aller à Moscou. J'ai signé tout de suite, j'ai dit il faut lui dire de voyager le même soir. La deuxième chose, le lendemain, j'ai appelé un ami que je rencontre depuis 2013. Je lui dis, un jour va venir dans ce pays-là. Tes patriotes vont nous donner notre pays. On garde les contacts, je l'envoie chez certains officiers que je connais. J'ai fermé ma porte, j'ai dit, maintenant là, Ouattara, qu'est-ce qu'on doit faire pour que ces jeunes-là réussissent? Parce que si jamais ils ne réussissent pas, moi en tout cas, je quitte la politique. Il me dit, hey, Bikoumfeo, le Mali là, il ne sera plus jamais comme avant. Qu'on leur a dit depuis 2016. Depuis 2016, à Forouillé, il faut vous préserver. Ne vous tuez pas pour rien. Parce que ce qu'il y a dans le sous-sol de Menaka seulement, c'est plus que ce qu'il y a dans certains pays riches dont vous entendez parler. Donc, tout Babou Tebo, les Français ne quitteront jamais, l'Union européenne ne va jamais quitter Menaka. Donc, à Konema, hey, et qui t'a ni Kawati Sarai Betaga. Nko ere de Kodi. À quoi tiens là?
Il ne croit pas que le Mali peut être comme avant. Moi, je l'ai accompagné à la porte. Il y a qu'un numéro de téléphone là. Pour qu'on gagne le tout. Et puis à partir, j'ai compris que je ne peux pas aller dans le feu avec ce monsieur-là. Mais je vous dis, beaucoup ne savent pas. Moi, je connais ma conviction. J'ai quitté le gouvernement en 2016. Les ministres peuvent témoigner, le DG de la SE peut témoigner, parce qu'on a vendu notre pays. 3 personnes ont été aux Nations Unies avec des documents dont la finalité c'est la vente du Mali. C'est que les rebelles n'ont pas eu par les armes, ils n'ont pas eu par des négociations, ils sont allés leur donner ça sous la table pour préserver leur régime. J'ai dit au premier séjour-là, je quitte le gouvernement, je ne ferai plus le porte-parole. Et donc, cette fois-ci, j'ai eu la conviction, la certitude que le président de la transition, le ministre de la Défense, qui ne parle pas, le président du Conseil national de transition, malgré tout ce que les gens disent, le directeur des services de sécurité, malgré tout ce que les gens disent, tous leurs défauts, ça c'est autre chose. Vous savez, chaque homme a des défauts. Mais vous regardez l'essentiel. Tout ce qu'on a convenu à Kati au lendemain du 24 août, ils n'ont pas changé d'un iota là-dessus. Quand j'ai été présenté le programme d'action gouvernementale au CNT, il y en a qui m'ont vilipendé là-bas. Ils ont même me demandé si je vais démissionner pour m'énerver. Moi, je leur ai dit que je n'ai pas besoin de démissionner. J'ai remplacé quelqu'un. Un jour viendra, quelqu'un d'autre va me remplacer. Moi, je ne vais pas venir dire tu démissionnes. 3 jours après, tu démissionnes. On a vu les premiers qui ont fait ça ici. Après, ils ont démissionné. On connaît tout fauté. Ninga wati se rampetaka. Il doit remplacer. Il doit venir remplacer. Et c'est la volonté de Dieu, ou de fouiller. Ils ont tout fait pour m'énerver. Mais ce jour-là, le président du Conseil national de transition, beaucoup n'ont pas remarqué, mais moi je remarque, il a pesé de tout son poids pour faire passer le programme d'action gouvernementale. Ça veut dire qu'il est resté chevillé aux engagements qui ont été pris. Maintenant, ce que les gens disent, ça c'est autre chose. Moi je ne regarde pas ça. Le président, si je ne suis pas d'accord avec lui, moi je lui dis. Ce n'est pas les prémices qui viennent vivre, même si vous êtes d'accord, tout est d'accord. Moi je ne suis pas comme ça. Hein. Si je ne suis pas d'accord, je vous dis. Mais c'est lui le chef. C'est lui qui a été investi par la Cour suprême. Moi j'ai été nommé par décret. Donc Nasser Ayorodola, il va te aller là. Nama kotonyo wantala de Jamanajo. Mais dans les 99%, quand on discute des questions, ce qu'il me dit, je l'analyse. Je me rends compte qu'il a un bon sens paysan. Il a raison. Le ministre de la Défense, lui, il ne parle pas beaucoup. Mais tout le monde voit que les drones qu'on aligne à l'aéroport, quand il voit ça, et puis nous, on est venu du M5, les mouvements, ah oui, on a gagné la lutte, les 5 colonels. Un jour, le président me dit, hey, si les hommes sur le terrain là n'étaient pas d'accord, Anga 5 colonels, donc c'est l'armée. Un autre jour, on faisait les défilés. Et je vois les anciens chefs d'état-major assis là. J'ai dit au ministre là, monsieur le ministre, mais qu'est-ce que ces gens-là pensent? Moi, j'étais fâché contre certains. Il me dit, monsieur le Premier ministre, ces hommes-là, ils sont comme nous. On les a privés des moyens d'agir. C'est les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui qu'ils n'ont pas eu. Sinon, ils allaient faire la même chose. Et j'ai dit, ça, c'est des approches très philosophiques. Et j'ai dit à certains du M5, il faut faire attention. Le Mali, ce n'est pas le M5.
Il y a un esprit, mais le Mali, c'est tous les Maliens. Même les gens de l'ancien régime, là, qui ne savaient pas ce qui se faisait en dessous. Donc, on ne peut pas en vouloir aux gens parce qu'ils ont soutenu l'ancien régime. Il faut juger chacun sur ce qu'il a fait et non pas les juger sur ce qu'il a été. Parce que chaque fois que je discute avec les militaires, c'est de comprendre leur mentalité. J'ai dit souvent qu'ils sont jeunes, il paraît qu'il y a un militaire qui s'est fâché. J'ai dit, je n'ai pas dit que... Comprenez, j'ai dit que vous êtes jeunes. Marx a dit que l'être détermine la conscience de l'homme. Vous avez grandi dans un pays où pendant 30 ans, on ne fait que tromper les gens. Donc, vous pouvez être amené à vous dire qu'il n'y a pas d'homme honnête. Mais moi, je ne suis pas honnête. Moi, mon premier garçon, s'il vivait, il est né en 1978, il est plus âgé que beaucoup d'entre vous. Donc, vous êtes mes enfants. Donc, je peux me permettre de parler comme ça. Je ne minimise pas, je dis juste qu'ils sont jeunes. Surtout que beaucoup de jeunes sont allés. Vraiment, on a tout de sera. Les vieux, là, ils ont gâté notre pays. Vraiment, on a il y a des jeunes qui sont allés dire ça. Mais ces jeunes-là, la plupart de ceux qui parlent comme ça, au lieu de vous savez, aux États-Unis, les pays qu'on considère plus stables, les pères fondateurs, c'est des jeunes de 30 et quelques années et des vieux de 80 ans. C'est la combinaison des deux. La vigueur de la jeunesse, la sagesse des anciens. C'est ce qui fait quelque chose de solide. Et moi, je suis convaincu que la solidité de notre action, c'est dû au fait que moi, je regarde tout de façon philosophique. Je ne me presse pas. Il y a des choses, si j'avais un certain âge là, ça allait m'énerver, j'allais quitter. Quand j'ai quitté ma première maladie, il y a des amis très très chers qui sont venus me voir. Ils disent, mais il faut démissionner. Pour rien. Il y en a qui ont dit, mais il n'a qu'à démissionner, il va avoir des avantages. Vous voyez, des gens ne pensent qu'à des avantages. J'ai dit, mais on ne boxe pas dans la même catégorie. Ce qui me préoccupe, moi, c'est qu'un homme politique, ce que vous cherchez dans la vie, c'est le nom ou l'argent. Moi, j'ai occupé des fonctions, Dieu merci. J'ai évolué dans un secteur à très haute valeur ajoutée. Si je vous dis ma retraite, beaucoup vont quitter la salle. Tellement c'est plus élevé que la moyenne au Mali. J'ai tout ce qu'il faut matériellement. Mes enfants sont grands. Je ne cherche plus rien. Avec les avantages du Premier ministre, tant que la République du Mali existe là, moi je ne veux plus vivre la misère. Mais accumuler des milliards, ça n'a jamais été mon problème. Parce que si tu fais ça, tu deviens un corrompu. Un homme de pouvoir qui accumule les milliards, tu deviens un corrompu. On dit l'avoir, le savoir, le pouvoir, il ne faut jamais les mélanger. J'ai dit donc, moi je suis là pour que la transition là reste. Le nom, les anciens panafricanistes, c'est après leur mort qu'on les chante. Mais aujourd'hui on chante Assimi Goïta au Nigeria, en Afrique du Sud. J'ai vu même à New York hier, il y avait des gens qui avaient sa photo sur leur voiture. Donc le nom connu, on a été connu. Donc moi je ne cherche rien. Si je quitte aujourd'hui là, on ne va pas oublier mon nom. Mais ce qui risque d'arriver, c'est que des imposteurs vont venir traficoter avec l'étranger pour nous tromper. Et à côté, je vais m'asseoir, regarder la transition en train de s'écrouler, ne pouvoir rien faire. La mort dans l'âme. Je ne peux pas faire ça. Tous mes amis, mes parents qui sont venus chez moi à la maison, c'est ce que je leur ai dit. Ils m'ont prié. Des gens ont quitté jusqu'au village et qui s'emboient là. Démissionner Beki Nini,
Idem Beki Nenu, Beki Doria, Issemboala. C'est ce que je leur ai dit. J'ai dit demain, ni un Semboala, Djougoudo Benako Nyagami, je vais être à côté en train de pleurer, je ne peux rien faire. Donc on est un Semboala. Il faut que Beki comprenne ça. Tu vois? A Serayoro Dola, Doere Benafone, Hey, Uko Fanga et Tibolo. Les militaires français qui veulent, et bien, même les nominations, ou bien de nommer, et Siglendro. Moi j'ai fait exprès, je suis le seul chef de l'administration. Depuis que je suis venu, il n'y a aucune personne dans l'administration que j'ai nommée. La seule personne que j'ai nommée, ils l'ont relevé. Quand il a été relevé, les gens m'ont dit que ça c'est un affront. J'ai dit non. Moi j'ai quelque chose de plus important, c'est le Mali. Il faut comprendre Kidal. Et je sais qu'ils sont sur ça. Personne n'a été nommé par mes soins. Le coffre-fort du Premier ministre, il y a de l'argent là-dedans. Quand tu rentres chez lui, il te donne 2 millions, 3 millions. J'ai dit aux gens de garder la clé, je ne prends pas la clé. Je n'ai jamais pris la clé. Les seules choses qu'on ne peut pas ne pas faire, ça c'est les nominations des chargés de mission ou dans mon cabinet. C'est tout. Là aussi, ce que j'ai trouvé, je n'ai touché à personne. Sauf quelques rares fois. Donc c'est bon que les gens comprennent. Parce qu'un Premier ministre, Ibena, tu places tes hommes. Il peut marcher au signé. Il n'y a aucun ministre qui peut vous dire qu'il a mené une nomination et que le Premier ministre a opiné là-dessus. Dès que ça vient, je mets OK. Aucun ministre n'a amené chez moi un marché que j'ai regardé. Je ne regarde même pas. Je lui dis, est-ce que tu t'es entendu avec le ministre des Finances et les marchés publics? Non, Benaka, moi je vise. S'il y a un blocage, ça c'est chez les militaires en haut. Ne mandat de fouille là. Parce que j'ai en tête de façon claire pourquoi je suis venu. On est venu, le peuple a demandé la sécurité. On est en train d'organiser la sécurité. On est venu, le peuple a demandé l'impunité et la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, il y a des dossiers que personne ne pensait qu'on peut toucher. Des généraux qui sont devant la justice. Tous les gens du M5 ont été écoutés. Même l'imam Diko, il a été écouté par la justice. Donc, il y a une lame de fond que la justice est en train de faire. Les biens détournés maintenant, tu tournes les biens là, tu fais 10 ans, c'est fini. Ça, c'est fini. Même si tu fais 20 ans là, les biens de l'État là, il va les retrouver, les ramener. Avant, les juges pouvaient classer les dossiers sans suite. C'est terminé maintenant. Il n'y a pas de classer sans suite parce qu'il y en a qui volaient, ils s'attendaient pendant 10 ans, après ils viennent plastronner et c'est prescrit. Il n'y a pas de prescription maintenant. Si tu as pris l'argent de l'État, là, on va te chercher. Donc la justice est en train de travailler. On a dit réforme. Les assises, malgré que beaucoup étaient contre, c'est devenu le référentiel aujourd'hui. Les Maliens ont mis beaucoup de choses là-dedans. On a audité le secteur minier. C'est le peuple qui l'a demandé. J'ai donné un exemple l'autre jour. Il y a un pays que je ne vais pas citer, qui a présenté à la bourse de l'or d'un pays membre de l'OCDE la quantité d'or qu'ils ont importé du Mali. J'ai pris ce chiffre. On est venu comparer à l'or que les services maliens disent avoir exporté dans ce pays. Est-ce que vous savez que la différence égale au budget national du Mali? Donc le budget national du Mali a été volé par des individus au nom de la démocratie. On est en train de travailler sur ça. Aujourd'hui, le président a fait rire la loi sur les mines. Et il y a maintenant un certain nombre de Maliens qui doivent forcément être dans le secteur. Ça ne peut plus être que des étrangers.
Et donc, quand un gouvernement est en train de faire ça, on a pris Kidal, on a signé le pacte social. Quand un gouvernement est en train de faire ça, moi je ne regarde pas les autres. Les nominations, les marchés, l'argent, ainsi de suite. Doire nana foko premier ministre ko ka jugu quoi te affaire ou fait. J'ai dit oui mais le premier ministre n'a pas besoin de faire les affaires pour vivre. Maintenant ni coffre B ni do dana par exemple à la veille des assises donana oh quoi les cassiers Massé Kassara, moi je lui ai donné 2 millions. La semaine suivante il est venu dire que nous nanana on nous 10 millions à la 15 millions. Coffre fort filet. J'ai dit je n'ai pas la clé. Il est parti, j'ai dit au protocole, ce monsieur-là, s'il demande une audience, il ne faut plus qu'il rentre chez moi. Lui, il est dans une autre époque. Où il y a un petit qui dit que lui, il refuse de reconnaître l'accord d'Alger. Il est resté dehors. Un jour, il passe par le ministre de la refondation, parce qu'ils sont tous de Brême. Il rentre dans mon bureau. Il me dit, vous savez, moi j'ai des marchés ici. On lui donnait des marchés ici. Et puis moi, j'ai des entrées chez Macron. Je peux être votre conseiller spécial. J'ai dit merci beaucoup. Il est parti étant sûr qu'il m'a convaincu, bien sûr. Quand il est parti, j'ai appelé le ministre qui m'a amené chez lui. J'ai dit, ce monsieur-là, il ne faut plus qu'il vienne dans mon bureau. Ce sont ces nafiki-là qui ont fait que le Mali n'avance pas. Et tu as été conseiller spécial de Macron. Macron est bien. Macron n'est rien pour moi. C'est un président de la République française, c'est tout. Toi, tu dis que tu refuses la paix au Mali et tu veux être mon conseiller spécial. Donc, ce sont des choses comme ça qu'il y a au Mali. Pour moi, tout c'est secondaire. D'après les marxistes, quand il y a des problèmes, il y a la contradiction principale et les contradictions secondaires. La contradiction principale, c'est les demandes du peuple que je viens de vous citer. La contradiction secondaire, c'est les places, les nominations, les honneurs, les considérations. Il y a des choses que moi j'ai avalées, des couleuvres. Si j'avais 40 ans, je n'allais pas les avaler. Mais à cause de l'âge, je me suis dit que je n'ai pas le droit. Parce que cette transition-là, je sais qu'elle va réussir, mais Dieu nous en garde. Si elle ne réussit pas, moi je m'en voudrais jusqu'à la mort. Parce que les autres ont le temps, ils ont 30, 40, 50 ans. Moi je n'ai plus de temps. À 69 ans, ce qui est devant là, ça ne vaut pas ce qui est passé. C'est pourquoi un jour, quand on nous a amené un prêt là, on dit dans 40 ans. J'ai dit 40 ans, moi je ne serai pas là en tout cas. Les ministres qui seront là pour payer, je ne les connais pas. Nous, on ne sera pas là dans 40 ans. Donc c'est pour que vous compreniez. Ce n'était pas de la négligence si je ne parlais pas souvent au chef de parti. C'est parce qu'on était sur quelque chose d'ultra stratégique. C'est comme la maison du père. Il y a le feu là-dedans. Il y a des fils qui discutent du sexe des anges ou qui a mis le feu. Il y a d'autres qui disent éteignons d'abord le feu. Mais si vous passez votre temps à vous discuter, la maison va brûler. Nous, on les a laissés discuter sur le sexe des anges et qui a brûlé. Mais nous, on cherchait à éteindre. Quand on a pris Kidal, le feu est éteint. Maintenant, ceux qui ne croyaient pas, ceux qui croyaient, il faut revenir sur terre. Il faut mettre tout à plat. Faire un nouveau paradigme. Parce que la guerre, c'est une minorité déterminée qui gagne la guerre. Mais la paix, c'est tout le peuple qui le construit. Celui qui veut construire le peuple seul, il ne pourra rien faire. C'est pour cela que quand le président a mis sur place le comité de dialogue intermalien, j'ai dit que c'est une trouvaille ultra stratégique. Et quand vous regardez la composition, vous avez les gens de tous les régimes là-dedans. Parce qu'en réalité, d'après le président, c'est la dynamique, c'est ceux qui sont à la tête qui impriment le tempo. Le peuple ne veut que bien faire. Donc aujourd'hui,
nous avons l'obligation de faire l'union sacrée de toutes les tendances politiques, sociales, autour des autorités de la transition. À un moment, quand j'étais sorti, je voulais faire ça. Mais vous savez, très vite, certains sont allés dire, regardez ce renard-là encore, il veut faire un plan politique pour dribbler les militaires. Où je vais faire un parti. Il y en a même qui ont dit que j'ai des comités à l'intérieur pour être président. Donc j'ai vu que, comme Tchaman Donala, il y a même nos amis, par exemple, des forces patriotiques, des COFO, qui n'arrivent pas à comprendre ce silence-là. Pourquoi on s'est retrouvés? Et puis brusquement, c'est un silence radio. La réalité, c'est qu'il y a des gros soupçons dans lesquels il y a des gens en uniforme qui ont cru, parce que c'est les habitudes, que j'étais en train de faire un mouvement politique pour noyauter tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui sont notoirement contre le Premier ministre qui était à cette réunion. Donc ils étaient venus voir ce qu'on va faire. Depuis que Néoye, voilà. J'ai dit maintenant là, je vais me consacrer sur Kidal. Et c'est pour cela que vous aurez remarqué, depuis plus de 6 mois, je ne parle que de l'histoire. Parce que c'est l'histoire qu'on nous a cachée. C'est en suivant le cours de l'histoire qu'on peut se ressaisir. Ça a commencé par la division de l'Afrique en 1895. Après la Deuxième Guerre mondiale, tous les soldats braves africains qui ont fait le corps à corps, qu'on a montré qu'ils peuvent battre les Blancs, Miyusoro, Tchamantado, les gens ne connaissent que Tcharoy. Mais ce qui a été fait, c'est pire que ça. Après, on est allé à la décolonisation. C'est Pierre Mesmer qui a dit. On a donné l'indépendance à ceux qui l'ont demandé le moins, après avoir éliminé politiquement et physiquement tout ce qu'il a demandé avec intransigeance. On a fait un temps, 8 ans, on a saboté les économies, c'est les coups d'État. Donc, les 90 à 98% de la population, là, ils les ont retournés contre le pouvoir. Les militaires sont venus, ils ont fait leur temps, ils ont mis les partis uniques. Quand les militaires ont commencé à comprendre, qu'est-ce qu'ils ont fait? On vendait du coton ou de l'or. Ils se sont organisés pour casser le prix par 3. En même temps, la population augmente. Il n'y a plus d'élèves, il n'y a plus de professeurs. On a dit aux élèves, c'est ce monsieur-là qui est à la base de vos malheurs. Il faut vous soulever et le renvoyer. On les a renvoyés tous. Vous allez remarquer tous les pays africains, sans exception aucune, on a changé le pouvoir politique après la conférence de la Boule. C'est les guerres civiles, les coups d'État. Le Rwanda, le Congo-Zaïre, le Burundi, le Tchad, le Congo, le Mali, le Niger, la Côte d'Ivoire. Il n'y a aucune exception. On a fait le multipartisme. Il y a une élite qui a construit beaucoup de maisons, qui a de l'argent, qui a 2, 3, 4 passeports en poche, qui voyage. Quand il s'abaisse, le passeport qui tombe, celui dont il a besoin, il prend. Il vient, il occupe les hautes fonctions, ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères, ministre de ceci. Quand il est là-bas, il photocopie tous les documents du ministère des Affaires étrangères, de la Défense. Il garde. Le jour où il n'est plus ministre, il met dans son sac. Il regagne sa deuxième patrie. On le nomme à un poste le même jour, il donne le sac. Donc tout ce qu'il y a chez vous, c'est là-bas. C'est comme ça qu'on a fait. On a désorganisé le système éducatif. On a émasculé l'armée. On lui a enlevé sa virilité. Et au Mali, vous avez 500 bandits qui viennent prendre notre pays. Pendant ce moment, ça ils ont fait, on donne des prix. Ni ça y en a machité soro. Personne. Vous avez vu à Téténo, ça y en a fait domina. Tout le monde s'est caché où? Machima soro mimba deme. Donc on est resté dans ça, démocratie, démocratie. Maintenant ils sont fatigués, ils ont amené le terrorisme. Le terrorisme,
ils vont aller. L'objectif final, c'est la désintégration des frontières africaines. Il n'y a que nous qui ne comprenons pas ça. Et moi, depuis 2012, tout ce qu'ils font, moi, je note, je l'écris. Et en 2016, quand je suis sorti du gouvernement avec un ami, on s'est consacré pendant 4 ans pour systématiser et synthétiser ce qui se passe chez nous, de Modibo Keïta, de Moussa Traoré, de Alpha Oumar Konaré, de Ibrahim Boubacar Keïta, de John Kounda. Qui a fait quoi avec les Français? C'est dans ce livre-là. On l'a nommé les rébellions au nord du Mali. Ensuite, quand Macron s'est levé pour menacer nos présidents pour venir à Pau pour signer l'accord sur le G5 Sahel, qui n'avait pas de base légale, moi j'ai fait 2 nuits, je ne dormais pas. J'ai fait un long article que j'ai publié dans les journaux, j'ai payé 400 000 francs. Après j'ai fait un petit livre que j'ai appelé La faillite de l'État, les responsabilités, les prises de solutions. Et on a continué jusqu'aux élections. Il y a eu le déni. Le déni a fait 4 résolutions, dialogue national inclusif. Aucune des résolutions n'a été appliquée, sauf une, organiser des élections. Quand on a organisé les élections, j'ai pris les députés un à un, tous les narcotrafiquants du Nord, tous les voleurs, on les a fait élire. Tous les partisans de la division du Mali, ils ont été élus. Donc on s'est retrouvé avec une assemblée où il y a des députés élus normalement, mais il y a des députés qui sont venus pour organiser la partition du Mali. Donc si cette assemblée n'était pas tombée, on allait introduire une constitution qui légalisait la division du Mali. Et j'ai fait un article en disant « L'heure de la désobéissance a sonné le 30 avril 2020 ». Dieu merci, le 5 avril, les Maliens se sont retrouvés. Le reste, vous la connaissez. Les militaires sont venus, ils ont renversé le régime, mais je crois qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient au Mali. On est allé prendre des gens qui n'ont rien à voir avec le changement. Et puis on s'est mis avec des lunettes en bois à circuler en ville, on ne voit rien, pendant 9 mois. Et puis après, ils sont allés comploter contre les militaires. Parce que le 24 août, le complot qu'il y avait, c'était d'attraper les militaires qui ont fait le coup d'État, créer une crise dans l'armée et les déporter, aller les juger à l'extérieur, pour qu'aucun Africain ne pense plus jamais faire un coup d'État. Mais c'était ça le plan. Mais le Mali, c'est que les gens oublient. Tous les Maliens, quelle que soit sa nature, même vous, la malianité là, ça va brûler dans votre corps un jour. Et vous allez vous révolter. Moi, je me révolte tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais je me rends compte que c'est général. Vous voyez, par exemple, Sédou Badian Kouyaté, vous l'avez écouté. Il disait que la France a tout le temps. Le Mali a le temps derrière lui. Nous sommes une vieille nation. Ce n'est pas la colonisation qui a fabriqué le Mali. Que les Maliens vont se réveiller un jour. Il a dit ça avant sa mort. Moi, j'ai fait une vidéo en 2018. Personne ne pensait à la chute du régime. J'ai dit que je ne sais pas si c'est dans notre génération ou après nous. Il y aura des Maliens qui vont restaurer au Mali son honneur et sa dignité. Parce qu'on était bafoués. 2018. Ibrahim Boubacar Keïta, on l'a fait tomber aujourd'hui. Normalement, la mort, c'est que quand quelqu'un tombe, on dit qu'il n'a rien fait. Mais le jour de signature de l'accord, le 15 mai 2015, il y a un épisode que beaucoup oublient, mais moi, comme moi je note tout, j'ai ça dans mes réserves. Hervé Latsous, le représentant spécial des Nations Unies, chargé des opérations de nationalité française, il a menacé le Mali ce jour-là. Il dit qu'il ne faut pas que le Mali profite du fait que certains n'ont pas signé l'accord pour aller les agresser. Mais ce jour-là, Ibeka n'a pas pu se tenir. On dirait que ça bouillonnait. Il est venu au micro, il dit à Hervé Latsous, nous ne sommes pas des gueux.
Nous avons une claire conscience des relations internationales. Nous sommes un vieux peuple. Nous n'avons jamais dérogé au respect de nos engagements. Personne ne va nous menacer. Et nous savons ce qui se cache derrière vos propos. La réalité, ce qui se cache, c'est que la SEMA a refusé de signer. Ils ont été signés le 20 juin. Et c'est là-bas qu'ils ont mis le poison qui devait conduire à la division du Mali. Donc Ibeka sentait ça. Ça, c'est Ibeka. ATT, vous savez, ATT, moi j'étais un de ses partenaires politiques. Mais Nafiki Doyam Blagnon, comme les Maliens savent le faire, même avec ta femme, si vous entendez bien là, Nafiki Dobe Soromim Benafo, quoi Amani, ou bien Betafo Mousso, Hata, tu suis ton mari là, comme si c'est un dieu. Ou bien Betafo, et qu'on te fouille, ni Mousso qui gagne Sigi, Dron, Ibisigi, Nakuki, Boblagnon. Nafiki Besoro, tout le temps quand deux personnes s'entendent, Nafiki Dobe Soromim Boblagnon. Donc Nafiki Do est né à Tite Blagnon. Pendant 5 ans, il ne me parlait même pas. Il a même dit, il m'a même envoyé quelqu'un me dire qu'en 2012, il était président, mais il était président. Mais j'ai pris soin d'aller chez lui le vendredi 17 mars 2012. Je lui ai dit ce que je pense de sa gouvernance, ce que je pense des élections qu'il va organiser. Je lui ai dit que même si tu organises ces élections-là, celui qui sera élu, on va le prendre et aller te chercher, vous prendre tous. Quand on a fini, la porte, il m'a pris par la main. Cette fois-ci, il a quitté le domaine officiel. Il me dit, cousin, je vais te dire quelque chose qu'il faut retenir. Toute personne qui a tété le lait d'une femme malienne ou qui a le sang d'un homme malien qui coule dans ses veines, il y a des pays qui ne vont jamais vouloir qu'il soit quelque chose. Il y a un pays, ça fait 6 mois leur président refuse même de prendre mon téléphone. 5 jours après, ils l'ont renversé. Mais pardon, pourquoi on l'a renversé? Parce qu'on a négligé notre armée. Parce qu'on a fait 30 ans en train de danser, soldats de la démocratie, on fait les logements sociaux, on fait des routes. Mais quand on est président, on ne jure pas de faire des ponts. On jure de préserver l'intégrité du pays. Un pays qui perd son intégrité pendant que vous êtes au pouvoir, vous ne pouvez plus rien présenter. Mais ils l'ont piégé. Il est parti. Ceux qui sont venus, ils ont fait la même chose. On a continué comme ça. C'est ce fil-là qu'il fallait rompre. Et on a eu des gens qui l'ont fait. Et c'est pourquoi quand ces militaires-là ont fait leur coup d'État, ils ont été sur tous les anciens chefs d'État qui voulaient les recevoir. Ils ont été chez ATT, ils ont été chez Moussa Traoré. Et vous savez, au début, quand certains avaient les lunettes en bois, là, comme je disais, ils ne savaient pas où est-ce qu'ils partaient. Macron disait, oui, ils ont fait en 7 mois, en 7 mois, ce que les autres n'ont pas fait en 7 ans. Ça, c'est doubler les lunettes en bois pour qu'ils ne voient rien encore. Pour faire ce qu'ils veulent. Nous, on les tapait dessus. Moi, quand on faisait les réunions du M5, là, tout le monde fuyait. Il y avait des petites torches de téléphone, là. C'est avec ça que je donnais mes interviews. Et un jour, Moussa Traoré m'a appelé, je suis allé. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe avec mes enfants, là? J'ai dit, président, vos enfants, là, ils vont échouer. Parce qu'ils ont choisi une voie anti-politique, anti-historique, anti-dialectique. Les politiciens là, avec vos termes gros là, dis-moi en français facile, ça veut dire quoi ça? J'ai dit, ça veut dire que c'est, voici, terre à terre. 2 hommes vont en campagne. Un gagne les élections, l'autre perd. Celui qui gagne dit à ceux qui l'ont aidé à gagner, a été reposé. Et il va avec les autres pour dire qu'il va construire son pays. Mais il ne va pas y réussir. J'ai dit, c'est ce que tes fils, tes enfants sont en train de faire. Ils sont en train de fricoter avec les gens de l'ancien régime
avec la puissance qui nous a mis dans toute cette merde-là, nous, on ne va pas baisser les bras. En tout cas, on va reprendre notre lutte là où on a laissé. Jusqu'à ce que d'autres Maliens apparaissent. Il me dit non, que ces fils-là sont des patriotes. Lui, il est convaincu. Il faut qu'on les aide. J'ai dit, il faut leur parler aussi. Il me dit, non, je vais convoquer Assimi. J'ai dit, président, vous n'êtes pas président. Hein? Vous savez, les anciens présidents, là, ils croient qu'ils sont toujours... J'ai dit, c'est Assimi le président maintenant. Il me dit, bon, je vais l'appeler, comme c'est mon fils. Et puis, j'ai quitté chez lui. Entre-temps, il est tombé malade, il est mort. C'est pour vous dire que tout le Malien, chacun d'entre vous, si vous le mettez dans les conditions, il va plier, mais il ne va jamais rompre. L'équipe actuelle n'a fait que ça. Nous avons plié, on n'a pas rompu. Jusqu'à ce qu'on ait pris Kidal. Maintenant, là, pourquoi j'ai voulu appeler les partis? Les histoires de Ibeka Mogo, Moussa Mogo, Mondibo Mogo, Akiri Karala, il faut laisser tomber tout ça. C'est un nouveau paradigme. Il faut reconstruire le Mali sur de nouvelles bases. Parce que ce qu'il y avait là, tout le monde ne comprenait pas. Je vous jure que si on n'avait pas chassé la MINUSMA, notre pays ne va jamais se retrouver. Et les Européens le disent d'ailleurs. Vous voyez, Joseph Borrell, le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, quand le ministre russe des Affaires étrangères est venu ici en 2023, et il partait en Afrique du Sud, il dit, les Africains là, bon, c'est des gens faciles à manipuler, hein. C'est pas important, on verra. Le même monsieur, quand les coups d'État se sont succédés là, quand il y a eu le coup d'État au Gabon, il a réuni les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, la défense, à Toledo, en Espagne. Il dit, hey, les Africains que vous voyez là, on a des intérêts chez eux, hein. Il faut qu'on cherche à les comprendre. J'ai dit, toi tu t'es réveillé comme ça à midi, nous on est sur pied depuis 6 heures. C'est à midi que lui vient dire ça. Et puis il dit, au Gabon d'ailleurs, il y avait une crise politique. Lui dit, c'est pas qu'au Mali, il y a une crise politique depuis 2018. Et voilà ce même monsieur qui va donner au Ghana 60 millions d'euros, 40 milliards de francs CFA. Pas pour les inondations ou les routes, c'est pour lutter contre le terrorisme. Lutter contre le terrorisme, ils donnent 40 milliards, mais les armes vont être achetées chez eux. Mais le terrorisme, c'était au nord du Mali. C'est vous qui avez fait que c'est allé jusqu'au Ghana. Moi, je ne sais pas pourquoi les Africains ne peuvent pas, par eux-mêmes, réfléchir. Ou bien ce président qui va à Moscou, que lui ne prend pas de photos avec Assimi Goïta, ni les Burkinabés, que parce que c'est des militaires. Et puis on voit le monsieur, quelques jours après, il prend une photo avec un militaire qui a fait un coup d'État en basin, en veste. Mais ça, c'est quoi ça? Donc, ce que j'ai dit aux amis du M5, je vais vous le dire. Il y a beaucoup de bruit actuellement. Tous les bruits que vous voyez là, c'est une tempête dans un verre d'eau. Ça veut dire que ça va nulle part. Parce que sur les agrégats fondamentaux, la sécurité, la justice, les réformes, la nouvelle constitution, l'accord avec les syndicats, la prise de Kidal, personne ne peut faire des reproches au gouvernement d'Assimi Goïta. Maintenant, celui qui estime qu'il devait être nommé, il devait avoir de l'argent, il devait avoir des postes. Le premier n'a pas pu faire ça parce qu'il est faible. Il faut le remplacer. Ça, c'est son droit. Mais ce n'est pas ma philosophie. Certains me disent, les militaires vont t'isoler, ils vont te presser et puis te jeter. J'ai dit attention, il y a 4 ans, qui pensait qu'Assimi allait être président de la... Qui pensait que j'allais être Premier ministre? Ce que vous dites là, ça c'est l'agenda des hommes. Il y a l'agenda de Dieu. On connaît un pays ici où ils ont fricoté avec des puissances étrangères pour empêcher un candidat d'émerger. Amabla à la dernière minute. Ça c'est l'agenda de Dieu. Leur agenda là c'est parti à l'eau.
Donc si vous dites qu'il y a des militaires qui sont en train de fricoter avec des gens, faire des combinaisons, ça c'est pas mon affaire. Mon affaire c'est le Mali. Mon affaire c'est mes partenaires. Les engagements qu'on s'était pris le 24 mai 2021 sont respectés à la lettre. Le reste, on n'a pas discuté là-bas de marché, on n'a pas discuté de place. Si maintenant des gens se sont organisés pour me mettre les bâtons dans les roues, pour nommer à ma place, pour refuser que je nomme, pour m'enlever les attributs de chef du gouvernement, de chef de l'administration, ils font ce qu'ils veulent. Ça, c'est leur affaire. Ce n'est pas mon affaire. Et ça ne me mettra jamais en bagarre avec quelqu'un. Parce que je sais que ça ne donnera rien. Si on a le Mali aujourd'hui, on a un gouvernement qui fait de la refondation un processus irréversible, ça me suffit largement comme victoire. Si on n'arrive pas à ça, c'est un échec personnel. Et c'est pour cela que j'ai toujours en tête que ce qui est arrivé ailleurs ne nous arrive pas. Deux choses. Le Soudan, pendant des années, les Occidentaux ont cherché à le diviser. Ils n'ont pas pu. Ils ont fini par le diviser en 2011. Après, en 2019, je termine, je fais le dernier. 2019, les femmes sont sorties, les universitaires, la démocratie. Il y a eu un coup d'État, on a renversé le président. On a fait un gouvernement militaro-civil. Quelques temps après, ils se sont séparés. Les militaires ne sont pas en train de se tuer là-bas à Khartoum. Ceux qui réclamaient la démocratie, ils sont où? Ils ont détruit leur pays pour rien. Les Maliens, il faut penser à ça. La deuxième chose, Haïti est le premier pays indépendant d'Afrique, d'Amérique latine. Ils ont fait d'élections plus que tous les pays du monde. Pourtant, ils sont en train de se tuer même aujourd'hui. Ça veut dire que l'élection, c'est un élément de la démocratie, mais les élections ne peuvent pas faire la démocratie. Ayez en tête que tout le monde nous regarde. Toute l'Afrique regarde le Mali. Le monde entier regarde le Mali. Nous n'avons pas le droit de décevoir. Tout le reste, là, laissez tomber. J'étais avec Modibo, j'étais avec Moussa, j'étais avec ATT, j'étais avec ceci. Abe Fougoto. Tout le monde est malien, point à la ligne. Je l'ai dit à Gamou hier quand il a été nommé. J'ai dit, Gamou, vous partez, un gouverneur, vous avez la confiance totale des Maliens. Vous n'êtes pas là-bas à Nimgad. Vous êtes Sonraï, vous êtes Bella, vous êtes Idnan, vous êtes Ifogaz, vous êtes tout. Vous répondez au nom de l'État malien. Et c'est comme ça que vous allez rentrer dans l'histoire. Donc je voudrais que la classe politique, quel que soit ce qui nous a opposés par le passé, que vous compreniez que c'était normal. Parce que vous virez à gauche, nous on clignotait à droite. On ne pouvait pas nous trouver. Nous on clignotait là on ne pouvait pas dire où on va. Maintenant quand sera Yorodola, Apotoro Beado, Angantege di Nyogo Makamali Jokatanye. Vraiment c'est ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup.